Mons, capitale culturelle de la Wallonie, est aussi une ville très ancienne. Ce que l'on sait, c'est que l'on nomme à cette colline Montes. Dans les murs de son centre-ville, la cité historique compte des édifices appartenant au patrimoine majeur de Wallonie, dont l'hôtel de ville. De style gothique, il domine toutes les autres constructions voisines qui constituent avec lui un panorama de l'architecture montoise civile du XVe au XXe siècle. Les Montois viennent, comme bon nombre de touristes, faire un vœu en caressant un symbole enchâssé dans la façade de l'hôtel de ville. C'est le singe dit du Grand Garde. L'hôtel de ville de Mons est donc un bâtiment qui est entouré de bâtiments du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, bâtiments du XXe siècle aussi sur la place, et même déjà une façade du XXIe siècle qui répond un peu à la façade de l'hôtel de ville avec cette espèce de loggia interne qui répond au balcon XVIIIe de l'hôtel de ville. C'est vraiment un élément tout à fait exceptionnel sur cette grande place, lire par l'architecture l'histoire d'une ville, se plonger dans l'histoire d'une ville et surtout, la Grande Place a gardé ses fonctionnalités du début, lieu d'échange et de commerce avec le marché, lieu de rencontre, de convivialité et lieu de fête avec notamment le doudou qui s'y déroule chaque année avec le fameux combat d'Ilumson. À quelques pas des toits de l'hôtel de ville, une pièce en ferronnerie, garnie à la feuille d'or et représentant une forme végétale, attire le regard. Cette demeure, c'est la maison Losso, un petit palais joyau de l'Art nouveau dédié aux arts et lettres qui se prépare à bientôt dévoiler ses trésors au public. Cette maison, beaucoup de gens la connaissent, mais la connaissent parce qu'on passe devant la façade qui est classée, puisque l'ensemble de la maison est classé, mais cette façade est superbe, mais n'avait pas nécessairement eu l'opportunité de pousser la porte de la maison Losso un jour. Et puis maintenant, la mission de la province de Hainaut, puisque le fil conducteur de la culture en Hainaut est l'éducation permanente, c'est de permettre l'accès à la culture au plus grand nombre. Et donc, grâce au projet que nous développons dans cette maison, c'est la mission que nous accomplissons et c'est vraiment remplir les volontés de Léon Losso. Derrière l'impression un peu austère qui se dégage de ses portraits, cet avocat, qui ne plaidera que gratuitement la cause des plus pauvres, sera tout au long de sa vie tourné vers les nouvelles technologies. Cet héritage nous plonge à la découverte d'un mécène bien dans son époque. Léon Losso, c'est vraiment l'honnête homme au sens du XVIIIe siècle, qui considérait qu'on ne travaillait pas pour gagner sa vie, pouvait se le permettre parce qu'il avait une importante fortune personnelle, mais il a vraiment conçu la maison comme un prolongement de lui-même, comme l'œuvre de sa vie. Et tout en témoigne jusqu'au moindre détail. Cette maison est la première maison à Mons à avoir été équipée de l'électricité, équipée d'un ascenseur, car l'une des marottes de Léon Losso, c'était les nouvelles technologies pour l'époque, évidemment. Radiateur chauffe-plat, volets électriques, etc., etc. Nous nous trouvons ici, dans le grand salon, typiquement Art Nouveau, salon de réception de la maison Losso, qui était à l'origine, au XVIIIe siècle, une cour intérieure. D'ailleurs, Léon Losso a souhaité conserver en quelque sorte cette ouverture vers l'extérieur, vers le ciel, en venant déposer une magnifique verrière qui va d'ailleurs être restaurée. La chose la plus importante de la maison, c'est la verrière. Elle a été malheureusement déposée en 2005 par la province de Hainaut parce qu'il y avait des risques de chute des vitraux. Une étude a été menée par l'IRPA l'année passée pour vraiment faire un état sanitaire de ces vitraux, déterminer les casses et voir qu'en fait, finalement, les vitraux ne sont pas en si mauvais état que ça et qu'un simple nettoyage, une remise en plomb à certains endroits permettrait de pouvoir les reposer. Et on s'est donc basé sur des photos d'archives pour permettre de reconstituer la verrière et de remettre chaque panneau à sa place. Les peintures de la maison Losso vont devoir faire l'objet d'une étude très poussée parce que la peinture actuelle, notamment du Grand Salon, n'était pas la peinture
originelle. On se retrouvait avec un décor beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fin que le moiré actuel qui est fort grossier. Donc on va faire appel à des spécialistes qui, par analyse, par rayon X, etc., vont pouvoir peut-être retrouver les couches préalables qui nous permettront de remettre à l'identique la pièce dans laquelle nous nous trouvons ici. De la feuille de dessin à la réalisation, Léon Losso s'est construit une réputation de maître d'œuvre, érudit, exigeant et créatif. Cet esthète avait sa propre vision de l'art nouveau. L'art floral est une grande caractéristique de l'art nouveau. Chez Horta, pour lui, la tige était l'élément principal qui formait le décor. Léon Losso voulait, lui, plutôt accentuer l'effet floral en lui-même et donc a demandé à ses décorateurs d'intérieur de dédier chaque pièce du bâtiment à une fleur. Dans le grand salon, nous avons ici le détail de l'orchidée. Dans le bureau de Léon Losso, c'est plutôt le chardon qui est développé. Dans les vestiaires et le vestibule, on a donc le magnolia. Il y a une découverte qui le rendra célèbre au niveau international, c'est la découverte de l'édition originale d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud que l'on croyait détruite. Et les ayants droit de Rimbaud alimentaient cette légende qui les arrangeait bien, évidemment, qui disait que Rimbaud avait détruit tous les exemplaires de l'édition originale. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Rimbaud s'en est simplement désintéressé. Et c'est l'Alliance typographique, une petite maison d'édition, qui conservait, sans savoir le trésor qui s'y trouvait, cette caisse, avec 500 exemplaires de l'édition originale, dont tout le fond était détruit. Et Léon Losso a découvert cette édition et a créé une véritable bombe dans le milieu des belles lettres. Une bombe littéraire dont on connaît toute la valeur et que l'on conserve précieusement, de même que l'ensemble de l'héritage Losso. Bien, Monsieur Losso a confié à la province de Hainaut ses collections, des collections précieuses, des archives importantes, et puis surtout la gestion de cette merveilleuse maison. Et donc, nous avons l'obligation de garder toutes les archives et tout le fonds précieux de Léon Losso dans cette maison. Et donc, l'œuvre de Rimbaud, Une saison en enfer, ne peut en aucun cas sortir de ce bâtiment. C'est l'exigence qu'a posée Léon Losso dans son testament. Donc, cette œuvre n'est effectivement visible qu'ici et nulle part ailleurs. Nous quittons la maison par ses jardins, juste avant le début de la profonde rénovation qui s'y prépare. Ici, c'est tout un îlot qui va se métamorphoser. Un vaste projet qui aura une vocation muséale, avec un centre d'interprétation consacré aux héritages de Léon Losso. Et qui se tournera également vers la littérature. Les principaux auteurs régionaux y seront mis à l'honneur, sous l'œil bienveillant du poète Arthur Rimbaud. L'histoire de Mons se raconte aussi à la collégiale Sainte-Vaudrue, édifiée par ses chanoinesses. Ce patrimoine religieux exceptionnel est un des exemples les plus aboutis du gothique brabançon du XVe siècle. L'intérieur de la collégiale est splendide. Sur un plan en croix latine, la superficie est de plus de 110 mètres de long, 34 mètres de large. Sa caractéristique principale quand on y entre, c'est le côté aérien, c'est l'une des caractéristiques du gothique brabançon. Et Sainte-Vaudrue, de l'intérieur, c'est le regard porté vers le haut. Pas d'horizontale qui coupe les verticales, c'est vraiment exceptionnel, alors que de l'extérieur, on a l'impression d'entrer dans un bâtiment qui est renfermé sur lui-même. Sainte-Vaudrue, c'est aussi un bâtiment dans lequel on a osé l'art contemporain de l'époque. Les chanoinesses n'ont jamais hésité dans leur église gothique à intégrer des éléments d'un autre style, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un patrimoine tout à fait exceptionnel avec les œuvres Renaissance de Jacques Dubruck, avec du patrimoine nettement plus moderne, déjà du XXIe siècle dans la collégiale. Donc c'est une église qui vit, c'est une église qui ose, comme les chanoinesses ont osé, parce que demander à Jacques Dubruck un jubé Renaissance dans une église gothique, il fallait un certain culot pour oser le faire. C'était vraiment un coup de poing dans l'œil pour l'époque, parce que c'était du moderne.
Mons est une ville construite sur un schéma radioconcentrique où la spirale des rues remonte en son centre vers le beffroi qui domine la cité et en marque l'importance. Victor Hugo va passer quelques années plus tard ici à Mons et il va laisser une longue description sur le beffroi de Mons, le surnommant un petit peu comme un beffroi cafetière. Bon, en fait, il voulait surtout faire référence à sa toiture qui est très spécifique puisque c'est un beffroi baroque, donc il a ce bulbe baroque qu'il conserve encore aujourd'hui et qui fait de lui le seul beffroi reconnu par l'UNESCO en tant que beffroi baroque. Mons anime avec conviction et malice sa carte culturelle et se nourrit d'un souffle économique et social nouveau. Une ville accueillante, une ville gourmande, une ville très respectueuse de ses traditions et qui aime aussi faire la fête.